Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point 4 et aujourd'hui on s'intéresse encore une fois de plus à WrestleMania, on est dans la semaine et j'aimerais qu'on parle ensemble des ventes de pay-per-view de WrestleMania, voir un petit peu quelles ont été les mieux vendues, les bids et faire un petit peu une chronologie depuis le début jusqu'à l'ère un petit peu network pour qu'on puisse se rendre compte et en partager ça dans les commentaires. Et tous ensemble. Je vais me servir de mon téléphone pour avoir les chiffres cette fois-ci, puisque je ne connais pas les chiffres par cœur. J'ai la liste sous les yeux et on va essayer de trouver quelques petites explications à chaque fois pour que ce soit un petit peu sympa. WrestleMania 1 du coup, c'est le début, le show était, alors les premières éditions de WrestleMania, il n'y avait pas vraiment de pay-per-view, c'était des circuits fermés, donc c'était dans les salles de cinéma américaines. Le système de pay-per-view est arrivé, je crois de mémoire, je peux me tromper, mais il me semble que c'est à partir de WrestleMania 3. Donc voilà, on va faire avec. Hein. Le premier WrestleMania a été vendu à 398 000 fois, donc je sais pas du coup, alors j'ai pas le détail, c'est un petit peu chiant, donc pour les premiers WrestleMania ça va être un petit peu embêtant, mais bon, ce qui est déjà pas mal. Hein. WrestleMania 1, en même temps Vince avait mis tout son oseille dedans, il fallait que ça fonctionne, ça a fonctionné très bien. WrestleMania 2, 319 000 ventes, un petit peu moins. Toujours en circuit fermé, WrestleMania 2, un show qui a été enregistré dans 3 villes différentes, ce qui a occasionné pas mal de problèmes techniques, notamment la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie, je crois que c'est en Pennsylvanie, avait pas pu voir le spectacle WrestleMania 2, petite anecdote, parce que dans le cinéma où était diffusé WrestleMania 2, bah, ça n'avait pas fonctionné, voilà, donc on trouvait comme des cons, ça arrive. WrestleMania 3, alors on me dit 450 000 en circuit fermé, donc dans les cinémas, et 400 000 en pay-per-view, donc ça fait quand même 850 000 ventes pour WrestleMania 3, ce qui est un bond assez énorme dans l'histoire, et ce qui n'est pas étonnant étant donné la rivalité entre Hulk Hogan et André le Géant. WrestleMania 4, 175 000 en circuit fermé, il n'y a pas les chiffres de pay-per-view, dommage, je pense que ça biaise un peu, parce qu'à mon avis tu peux pas passer de 800 000 à 175 000 comme ça. Alors, il y avait un tournoi pour désigner un nouveau champion, c'était un petit peu moins excitant au niveau de la storyline, enfin de l'histoire de WrestleMania. Mais à mon avis, il manque les chiffres de pay-per-view, je pense qu'il y a juste les circuits fermés, donc c'est pas pratique. J'aurais peut-être dû regarder un peu plus la page internet avant de démarrer cette vidéo. WrestleMania 5, là donc c'est full pay-per-view à partir de là, donc ça va être facile d'interpréter les chiffres. On a donc 767 000 ventes pour ce show en pay-per-view, ce qui est un énorme score. Les Mega Powers, Hogan et Savage qui se split pour s'affronter à WrestleMania, la storyline était toute trouvée et c'était très très intéressant, ça intéressait beaucoup les fans de catch à l'époque. WrestleMania 6, 550 000, peut-être une petite chute. Je pense que les gens n'étaient pas trop favorables à l'idée d'avoir deux faces qui s'affrontent dans le main event, donc à savoir Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior. Ça a cassé un petit peu peut-être la dynamique de la storyline. C'était certes palpitant, certes très épique, mais ça peut expliquer pourquoi il y a eu moins d'intérêt autour de ce WrestleMania là. WrestleMania 7, 400 000 ventes, pareil, une chute. Pourtant, il y avait justement une storyline entre un gros heel, à savoir le sergent Slaughter, qui était un sympathisant du régime irakien, et Hulk Hogan, le patriote américain. Ça n'a pas fonctionné plus que ça. C'est dommage, parce qu'il y a WrestleMania 7, il y a notamment des bons matchs, il y a notamment le Savage Warrior, qui était plutôt pas mal. WrestleMania 8, là, ça chute encore, on est à 360 000 ventes. Si ça avait été Ric Flair Hogan, je pense très clairement que ça aurait pété des records de vente. Peut-être pas pété des records de vente, mais ça aurait fait plus. Le fait qu'on ait eu Sid Hogan en main event et Savage Flair, parce que Flair et Hogan ne voulaient pas s'affronter, ne voulaient pas perdre l'un pour l'autre, fait que ça a splitté un petit peu la hype, mais je pense que si tu fais Hogan Flair, les ventes sont plus fortes. Mais en tout cas, ouais, c'est un chiffre vachement bas puisque ça ramène un petit peu au chiffre de vente des premiers WrestleMania, donc là c'est une chute assez importante. En 93, WrestleMania 9, 430 000 ventes, une augmentation du coup. Il y avait un sentiment un petit peu de rafraîchissement avec Bret Hart contre Yokozuna. Et puis il y a aussi le fait que Raw avait démarré en 93, ce qui peut avoir une certaine importance puisqu'il y avait des shows hebdomadaires et donc un certain intérêt amplifié par rapport au storyline de WrestleMania. Même si WrestleMania 9 c'était Bret contre Yoko. C'était intéressant, mais ouais, c'était pas dingue non plus. WrestleMania 10, du coup, en 94, 420 000 ventes, à peu près similaire à WrestleMania 9 et ses 430 000.
Que dire, en 94, on commence à arriver dans le ventre mou du catch. L'âge d'or est passé avec les Hogan, les Savage, les Flair, les Warriors. On est sur une époque de transition, donc la WWE cherche un petit peu son public, son produit évolue, c'est les poids légers un petit peu, les poids moyens qui sont mis en avant. Le show est excellent, hein. WrestleMania 10, c'est le meilleur WrestleMania des 10 premières éditions. Mais voilà, ça n'a pas trouvé son public à la base. WrestleMania 11, 340 000 ventes, ça diminue encore. Alors en 95, on est sur une année où vraiment le business du catch est en chute libre, il se passe rien, il n'y a plus d'intérêt. Lawrence Taylor en main event face à Bam Bam Bigelow, c'était pour ramener un petit peu de monde en pay-per-view, mais ça n'a pas non plus eu l'effet escompté. Et Diesel qui était champion, c'était pas ouf, les gens n'étaient pas vraiment investis avec ce champion-là, donc ça peut expliquer l'échec de WrestleMania 11. Et à WrestleMania 12, on descend encore avec 290 000 ventes, c'est dommage, parce qu'il y a Brett contre Shawn Michaels qui est bien buildé, mais voilà, la carte est pas dingue, il y a des matchs un peu boring, un peu bof, puis voilà, les gens étaient moins impliqués dans Shawn Michaels et Bret Hart que dans Savage et Hogan. C'est comme ça, et ça explique les faibles ventes de pay-per-view. WrestleMania 13, c'est pareil, 237 000 achats. Si je dis pas de bêtises par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est le plus faible taux d'achat de tous les WrestleMania. On est en 97, on est avant l'Attitude Era, juste avant. Vous allez voir qu'il y a un petit boom après. Mais voilà, on arrive au point le plus bas. Si Undertaker, c'était pas très excitant en main event. Si tu mets Stone Cold en main event, par exemple contre Bret Hart, tu modifies un peu la storyline, tu rajoutes le titre après En plus, Austin avait gagné le Royal Rumble, donc ça matchait. Je pense que tu augmentes un peu plus tes ventes. Je sais pas, la WWE fait des choix parfois que ce sont des businessmen, donc eux prennent leurs propres décisions, mais parfois c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis mais pourquoi en fait ils ont fait comme ça. WrestleMania 14 en 1998, cette fois-ci ça y est, on est dans la folie de l'Attitude Era et ça se ressent sur les chiffres de vente. Et puisque la WWE a vendu 730 000 pay-per-view de WrestleMania 14, alors certes c'était l'Attitude Era, certes il y avait Stone Cold dans le main event contre Shawn Michaels, mais il y avait aussi Mike Tyson qui était l'arbitre spécial, et Mike Tyson il a ramené énormément de monde devant la télé à Raw, et notamment devant WrestleMania 14, et ça s'est senti avec 730 000 ventes, ce qui n'est pas le record, puisque donc c'est toujours WrestleMania 3 à ce moment-là qui a le record. WrestleMania 15 en 99, la carte est pas folle, mais voilà, c'est l'Attitude Era, c'est la folie, les ratings sont très hauts, il y a la WCW qui fait de la concurrence, mais globalement le catch est en plein boom, et il y a 800 000 ventes, ce qui est aussi énorme pour un WrestleMania qui est pas forcément dingue sur le ring. WrestleMania 2000, on est dans la continuité du coup de l'Attitude Era avec 824 000 ventes, ce qui est énorme. Voilà, il y avait encore cette histoire de corporation avec Vince McMahon. Cette fois-ci, c'était plus le Rock, le champion corporate, mais Triple H. Il y avait une grosse carte avec le match par équipe, notamment de l'échelle. Mais je pense quand même que si jamais la WWE avait buildé la storyline unique entre Le Rock et Triple H dans le main event, ça aurait fait encore plus de ventes. Le fait qu'il y ait le Fatal 4-Way avec Mick Foley et Big Show, ça enlève un petit peu d'épicness, voilà, d'épique à l'affiche. Mais c'est quand même très bien, 800 000 ventes, c'est quand même excellent. WrestleMania 17 a eu un record, plus d'1 million de ventes de pay-per-view, c'était un truc de fou. Clairement, le rachat de la WCW, la fête du catch, le pinacle de l'Attitude Era, Austin Rock, le deuxième TLC, bref. C'est surtout Austin Rock, je pense, qui a ramené les gens, parce que la storyline était incroyable, c'était d'une intensité sans égale, et c'est pas étonnant que WrestleMania 17 ait passé la barre du million de pay-per-view achetés. WrestleMania 18, 880 000 achats, c'est moins que WrestleMania 17 certes, mais il y avait c'était beaucoup moins intense. Il y avait certes quand même Triple H, Jericho, qui était une storyline plutôt captivante à l'époque, surtout que c'était pour le titre unifié, donc les deux ceintures unifiées, le titre incontesté, undisputed. Et il y avait aussi le Rock Hogan quand même qui était pas mal, même si ça manquait un petit peu de build-up, voilà, de storyline. On a eu ce match de folie certes à WrestleMania 18, mais ça n'a pas été construit comme tel à la base, c'était plutôt standard quoi, au niveau de la construction, donc ça peut expliquer pourquoi il y a eu un petit peu moins de gens qui ont acheté ce pay-per-view, même si encore une fois 880 000 c'est énorme. WrestleMania 19, 560 000, grosse baisse. On arrive dans une époque en 2003 où le catch est moins
over, moins hype, ça y est, toute l'attitude era est terminée, les gens ont un petit peu lâché le catch, il y a beaucoup, par exemple, de fans de la WCW qui n'ont pas suivi lors du rachat, ils ne sont pas passés à la WWE, ils ont tout simplement arrêté de regarder du catch. Et WrestleMania 19, c'est le premier WrestleMania où on sent cette baisse d'attractivité. Même si, encore une fois, la carte de WrestleMania est dingue, mais les têtes changent, ouais, je sais pas si elles chantent, mais en tout cas elles ont changé. Austin et The Rock sont en mid-card, voilà, ils font leur dernier combat d'ailleurs les deux, enfin Austin, mais c'est pas l'événement principal, les stars sont Angle, Lesnar, enfin c'est des têtes qui changent, et ça peut expliquer du coup pourquoi il y a eu une chute assez importante entre WrestleMania 18 et WrestleMania 19, alors que WrestleMania 20, l'année d'après, 1 million de ventes, donc une hype assez importante autour du 20e. Mais clairement, je pense que c'est dû au fait que la WWE a pris le choix, a pris le risque de mettre à la fois Guerrero et Benoit dans des main events, rafraîchir un petit peu ces nouvelles têtes, et franchement, ça a fonctionné super bien, puisque 1 million de ventes du pay-per-view, le retour de l'Undertaker en Deadman, le main event de folie, le Angle Guerrero, enfin la carte est superbe. Il y a aussi le dernier match du Rock qui avait un paquet de temps, avec Mick Foley contre l'Evolution, bref, un pay-per-view absolument superbe et qui mérite bien son million de pay-per-view achetés. WrestleMania 21, toujours 1 85 000 ventes, pareil, on est sur une énorme dynamique. Donc tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de la chute un petit peu d'intérêt, mais WrestleMania 20 et 21, et même ceux d'après, me contredisent immédiatement, hein, après tout. Il y a eu certes un léger désamour du catch pendant un temps, mais ça a duré assez peu, puisque la Ruthless Aggression Era s'est mise en place, et franchement, c'était superbe. WrestleMania 21... Triple H, Batista, Cena, JBL, le premier Money in the Bank, Angle contre Shawn Michaels, même si bon, le build-up était pas d'un niveau main event, le match a été superbe. Et franchement, oui, Batista Triple H a eu par contre un build-up et une storyline assez intense, et pareil, ça mérite son million. WrestleMania 22, 975 000 ventes, c'est moins, mais c'est quand même bon. Je suis assez surpris de ce chiffre, parce qu'à l'époque... oui, il y avait Rey Mysterio dans sa quête du titre, il y avait Triple H, Cena aussi qui était intéressant, mais globalement WrestleMania 22 n'a pas laissé la même empreinte sur l'histoire que WrestleMania 21 ou 20, ou même WrestleMania 23 dont on va parler tout de suite, puisque oui, WrestleMania 23 a vendu 1 250 000 pay-per-view, ce qui représente le record du coup de l'époque. Mais clairement, c'est la bataille des millionnaires, Donald Trump contre Vince McMahon, Air versus Air match, celui qui perd cette confrontation entre Bobby Lashley et Umaga se fait raser la tête, et franchement, ça a attiré tellement de gens. Vince McMahon a une idée de génie en ramenant Donald Trump à la WWE. Peut-être qu'un jour il le refera d'ailleurs, hein. Et là, ça serait encore plus incroyable, parce que Donald Trump n'est plus du tout dans la même stature maintenant, c'est plus du tout le même personnage. Mais déjà à l'époque, Donald Trump c'était un personnage de télé très... Enfin voilà, c'était un certain charisme, les gens aimaient le détester en fait. Donald Trump, c'était typiquement un catcheur né en fait, ou un manager né. Il a ce côté un peu cinéma, et ça a marché parfaitement pour WrestleMania 23, les fans étaient comme des dingues. Le build-up de cette bataille de millionnaires avec des conférences de presse, enfin c'était vraiment, ça a hypé les gens, et ça explique pourquoi WrestleMania 23 a longtemps été, enfin longtemps, pas si longtemps que ça, la plus grosse vente en termes de pay-per-view. C'est d'ailleurs le deuxième plus, enfin dans l'histoire maintenant, c'est le deuxième plus vendu, puisqu'on verra que le premier arrive dans quelques temps. WrestleMania 24, 1 million de ventes, 1 41 000, le dernier match de Ric Flair, Floyd Mayweather aussi. Floyd Mayweather, c'est pas rien, qui affronte le Big Show, Undertaker, Edge, Shawn Michaels, Ric Flair, le triple threat entre Orton, Cena et Triple H. Bref, c'est du bon, on va à WrestleMania 24, donc, mais je pense quand même que Mayweather a ramené pas mal de monde. WrestleMania 25, pas de spécial guest à part Mickey Rourke, mais il y a quand même Triple H Orton, qui malgré tout était une rivalité très très intense, même si elle a déçu un peu sur le ring. Undertaker Triple H, je sais pas si les gens s'attendaient à autant, je pense pas. Mais ça a été très bon, mais je pense que les gens en fait ont acheté plus pour Triple H Orton, mais finalement se retrouvaient avec peut-être le meilleur match de l'histoire de WrestleMania, avec Undertaker contre Shawn Michaels. WrestleMania 26, donc il a fait 960 000, je sais plus si je l'ai dit. WrestleMania 25, 885 000 pour WrestleMania 26, une petite baisse, malgré la présence de Bret Hart, surtout, qui fait son retour. Oui, des matchs un peu
des matchs qu'on attendait, Cena Batista, Edge, Chris Jericho, et surtout ce Undertaker, Shawn Michaels 2 surtout, qui était très très attendu. WrestleMania 27, on repasse la barre du million de pay-per-view vendus, donc 1 042 000. Le Rock qui est guest host, si t'enlèves le Rock, je pense que tu fais même pas 500 000. Enfin après j'en sais rien, ça après c'est de la data, des chiffres, mais je pense quand même que si tu enlèves le Rock, tu divises par deux je pense, parce que la carte est terrible. La carte de WrestleMania 27 elle est terrible, et je pense que le Rock a vraiment sauvé ce pay-per-view malgré tout, enfin pas sur le ring mais au moins en termes de business. Et WrestleMania 28, le plus gros taux d'achat, donc pour un WrestleMania 1 300 000, à ce jour c'est le record WrestleMania 28. Mais bon, Rock Cena, once in a lifetime, même si c'est twice. Rock Cena, le retour sur le ring du Rock à WrestleMania. Undertaker Triple H, End of an Era. Chris Jericho contre CM Punk, qui est un match à ne pas oublier lors de ce WrestleMania 28. Une édition absolument fabuleuse, j'ai adoré ce WrestleMania 28 et il mérite très clairement son 1 300 000 au niveau des ventes. Et voilà, c'est le record WrestleMania 28, il n'y a pas eu mieux dans l'histoire. WrestleMania 29, du coup, encore un petit peu d'intérêt pour la revanche entre Rock et Cena, même si on a forcément moins. À savoir que WrestleMania 29 a été quand même, malgré tout, un petit échec financier, enfin pas un échec, mais une déception, parce que la WWE misait vraiment sur le retour entre le Rock et Cena. Ça a fait moins que le 28, certes, mais ça a quand même fait plus d'1 million, 1 48 000, donc c'est plutôt quand même pas mal. WrestleMania 30 par contre une baisse assez significative puisqu'on est à 690 000 ventes de pay-per-view, on perd plus de 300 000. Alors après, je sais que c'est en 2014 le lancement du network, mais je sais plus si c'est pour WrestleMania 30 ou après, je crois que c'est juste après. Ce qui expliquerait en grande partie pourquoi ça baisse, mais sinon il y a quand même il y avait quand même une grosse attente autour de Daniel Bryan et du Yes Movement. Voilà, la carte de WrestleMania 30 est loin d'être moche en plus. Undertaker Lesnar, ça aurait dû faire un grand match, ça l'a pas fait pour des raisons qu'on connaît tous, mais bon, c'est décevant. Voilà, petite baisse en tout cas. Énorme baisse pour WrestleMania 31 qui a été acheté à hauteur de 259 000 unités, ce qui est très très peu. Mais ce qui s'explique du coup par le fait que le network est arrivé entre temps et les gens sont abonnés au network, c'était beaucoup moins cher, 9 €, enfin 9 $ ou 10 $ par mois avec tous les pay-per-view, un Netflix du catch, puis les anciens et les nouveaux. Donc c'est ce qui fait la différence. À savoir qu'un pay-per-view de catch c'était à peu près 50 $. Enfin 40, 50 $, je saurais plus vous dire exactement, ça dépendait du pay-per-view. Mais en gros, ça veut dire que ouais, si tu veux regarder tous les pay-per-view, à chaque fois, tu claques 30, 40 $. Si tu veux regarder Extreme Rules 2020, hein, je prends au pif, hein, c'est chaud. Hein. Voilà, 40 $ pour regarder ça, bah voilà. Autant aller au McDo, hein, ou même au cinéma, au théâtre, même ou à l'opéra, peut-être pour 40 $. Mais bon, ça s'explique en tout cas, cette chute, par le fait que le network s'est mis en place. Et bah, Dieu merci, ça fait économiser beaucoup d'argent aux Américains, du coup, je pense. Et du coup, bah, j'ai pas de stats par rapport aux 32, 33, 34 et 35, parce qu'on est dans l'ère du network et qu'il y a sans doute peut-être encore des pay-per-view, je sais pas, je crois pas qu'il y ait de pay-per-view. Il me semble que c'est exclusivité network, il n'y a plus de système de pay-per-view, et donc il y a une rente d'argent qui se fait exclusivement via la souscription au network. Il y a beaucoup de marketing assez agressif autour du network, à base de mois gratuits, à base de matchs gratuits, à base de pas d'engagement. Le network, ça a bien fonctionné au début, c'est un petit peu en déclin. Je sais pas comment ça va se passer pour l'avenir, est-ce qu'on repassera un système de pay-per-view, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, la WWE veut garder son exclusivité des pay-per-view pour le network, ce qui a d'ailleurs créé un peu... ça a foutu un peu la merde en France, puisque ça a enlevé les pay-per-view sur AB1, puisque la WWE voulait que ce soit exclusif au network, et que nous, pauvres Français que nous sommes, s'abonnions au network pour regarder. Je sais pas si c'est un choix très pertinent parce que je pense, moi personnellement, que ça a un petit peu mis à mal la communauté du catch en France, je l'ai ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont lâché un peu l'affaire à cause de ça, à cause de la perte d'AB1, parce qu'il y avait quand même une sacrée communauté autour, qui était fédérée autour du catch sur AB1, pas que le catch en général, le catch sur AB1. Et le fait qu'on nous l'ait enlevé, je pense que ça nuit au catch en France. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu, cette petite rétrospective autour des ventes, autour de WrestleMania. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Voilà, maintenant, dites-moi dans les commentaires
ce que vous avez pensé, si vous avez des points de vue par rapport à ça, je lis tout vraiment. Je suis désolé, j'ai plus le temps de répondre à tout parce que j'ai un gros flux de vidéos, il y a beaucoup de commentaires, mais je lis tout, c'est certain. Et si jamais vous voulez parler de ça avec moi et avec la commu en général, eh ben il y a la team Twitch. On parle de catch très souvent et c'est beaucoup plus simple pour partager autour du catch. Donc voilà, rejoignez la team Twitch, rejoignez le Discord parce qu'on parle de ça tout le temps. Allez, j'ai beaucoup trop parlé, la vidéo va être trop longue, je le sais, donc je fuis, je m'en vais. C'était Dr Wrestling. À bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.